Je t'accueille avec beaucoup de plaisir, même si tu me fais très peur quand je lis tes livres. Et il faut pas se fier à ce sourire, vraiment pas. Mais avant de parler de Juillet Noir, qu'on voit déjà, hein, je vous ai mis la couverture, je vous propose de faire connaissance avec Amélie, si vous ne la connaissez pas encore, par ce portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Et on va commencer tout de suite. Amélie de Lima, si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi, en quelques mots? Le loup des steppes. Hermanès, pourquoi? Parce que c'est le personnage qui me représente le plus. Donc voilà, son personnage me représente le plus. Et est-ce que, juste pour moi savoir, tu vois le chat ou est-ce que, comme Joe, tu veux que je te fasse le relais de tout? Parce que Alors, moi, je le vois, mais du coup, je dois regarder toujours sur le côté parce que je l'ai sur mon téléphone. Donc, si vous voyez que mon regard s'en va sur le côté, c'est parce que je suis en train de regarder en même temps. Donc, oui, là, parfait. je vois les... Ouais. Eh bien, Walking Ghost Phase nous dit, à mon humble avis, Juillet Noir est son meilleur. Eh bien oui, puisqu'il y en a trois autres, on va en parler. Si tu étais un format, parmi tous les formats qui existent dans le milieu des livres, une raison particulière ou... Facile à emporter dans un sac. C'est une très bonne raison. Si tu étais une maison d'édition. Ouf, c'est compliqué ça. Oui, bienvenue dans la boîte. Tout est compliqué. Ça me met un peu en situation délicate. tu peux en citer une. Je sais pas, Gallimard. Une raison ou parce que c'est facile à transporter dans la poche? Parce que ce sont des romans quand même toujours très, très bons, généralement. Donc voilà, au moins on sait qu'on ne sera pas déçu. Voilà. Alors, je note ta question, Attraction Duty. Juste après le petit portrait chinois, on commencera par ça. Puisque vous le savez, c'est vos questions qui sont prioritaires. Et je change tout ce que j'ai prévu, si vous le voulez. Bon, il n'y a aucun souci. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Thriller. On va en reparler ce soir, bien évidemment. Si tu étais un marque-page original. Un marque-page original. Alors moi, je serais certainement un hibou. Souvent, on m'appelle en fait comme ça parce que des fois, j'ai des instants où je bloque complètement, donc comme les hiboux en fait. Donc un hibou. Ah bah oui, mais je trouve que ça peut rentrer dans un livre. Pourquoi pas? Un hibou en marque-page. Non, trop tard, j'ai l'image. Est-ce que vous aussi dans le chat, vous voyez le hibou dans le livre? Moi je dis ça. Si tu étais un personnage. Au Un choix. personnage. Oui. Hercule Poirot. Le côté enquête. Oui. Et puis ça, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis toute petite, donc ouais, Hercule Poirot. Et le belge Kili nous dit si on appuie très très fort, le hibou il rentre. Hein. Si. Un tout petit hibou, il y a moyen. Et Attraction Duty nous dit j'en avais un en bois quand j'étais enfant. En 2D bien sûr. Et donc tu vois, ça existe, on va essayer de te trouver ça. Si tu étais un temps de conjugaison. Un temps de conjugaison. L'imparfait. On développera plus tard. Si c'était une musique, la bande-son de tes livres, tu choisirais quoi? Alors moi, j'écoute beaucoup de piano pour écrire, enfin essentiellement du piano, donc je pense que j'écoute une musique de piano. Et si tu étais un signe de ponctuation? Le point-virgule. Ça m'intéresse. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pourquoi le point-virgule? J'aime beaucoup les points-virgules. D'ailleurs, si ma correctrice est dans le coin, ma charmante Laurine, elle doit souvent me corriger là-dessus parce que j'aime beaucoup les points-virgules en fait. J'aime rallonger les phrases sans que ça ait l'air en fait d'être trop long. Donc du coup, je mets ces points-virgules pour voilà. Je sais pas, j'aime beaucoup ça. J'ai l'impression qu'en fait ça ne se termine jamais. Voilà. Et c'est marrant parce que Kiko nous dit, parce qu'il est
Et en plus, je crois qu'il tient les comptes. Hein. Tu es la deuxième personne invitée ici à nous parler de point-virgule. Et alors, juste pour l'anecdote, il faut savoir que moi, je crois que c'est la touche du clavier qui est neuve. Je n'appuie jamais là-dessus. Jamais. Et donc, si vous en voyez dans mes livres, c'est à mon avis les correcteurs qui en ajoutent à l'insu de mon plein gré. Parce que moi, je n'utilise jamais le point-virgule. Mais à force d'entendre des auteurs en parler, ça me donne envie d'essayer. Donc, pour des phrases qui ne finissent jamais, pourquoi pas. Et une petite dernière pour la route. Si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu? Un verbe. Flâner. On va flâner dans la boîte ensemble pour cette soirée où l'image fonctionne, où le son fonctionne, où vous êtes là. Un grand merci à vous. Je vais... avant de parler de Juillet Noir, première question, et ça peut être une très très bonne intro aussi, Attraction Duty dans le monde. Est-ce que tes livres sont des one-shots ou une série? Est-ce qu'on peut les lire dans le désordre? Alors, mon premier roman, c'est Le silence des aveux. Je parle tout de suite d'auto-édition, d'édition traditionnelle ou pour après? On va en parler après. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Donc, le premier... Oh, ok. Le premier, donc, c'est Le silence des aveux, suivi d'À fleur de bruine et Dans ma maison sous terre. Donc là, c'est une trilogie avec la même commissaire qui s'appelle Véronique de Smet. Alors, c'est une trilogie, mais vous pouvez le lire aussi de manière indépendante, puisque ce sont des nouvelles enquêtes à chaque fois. La seule chose que vous n'aurez pas, ça sera la vie personnelle en fait de Véronique de Smet, mais voilà. Juillet Noir, c'est un one-shot. Et ensuite, il y a Voix nocturne, mais c'est une novella, donc c'est un one-shot aussi. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure, des personnages récurrents, de l'auto-édition avec l'édition, puisque tu es passé de l'un à l'autre, on va en parler. Oui. Et on a vraiment beaucoup de réactions sur le point-virgule. Hein, comme quoi cette question, je l'adore. Et donc Fanny nous dit, depuis le dernier auteur qui en a parlé, je mets des points-virgules dans mes mails. Eh ben écoute, moi je suis... Et Walking Ghost nous dit, c'est le meilleur signe de ponctuation, on est d'accord. Donc voilà, il y a une team point-virgule, je pense qu'on peut creuser quelque chose. Première question, la vraie question, celle que tu adores, et qui va être renversante par son originalité. Est-ce que tu aurais la gentillesse de pitcher Juillet Noir, qui est le dernier livre sorti que j'ai eu le plaisir de lire, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout de quoi ça parle? Alors, c'est la question qui tue, parce que comme je t'ai dit l'autre jour, je déteste pitcher mes romans. Et je l'ai laissé, tu vois, je suis comme ça. Je suis cruel. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je sais pas, j'y arrive pas en fait. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Alors, Juillet Noir, donc ça se passe dans les années 60-70 à Lille. Donc, tout commence par un viol sur une aire de repos. Donc, le personnage principal, qui est Estelle, va voir sa vie s'écrouler petit à petit, puisque le viol, en fait, ce n'est pas un point de départ. En fait, on va essayer de repartir en arrière pour découvrir pourquoi ça s'est produit et qu'est-ce qui l'a amené à ce jour fatidique de juillet. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Juillet Noir. Et voilà. J'ai un peu de mal, en fait, à pitcher ce roman, puisqu'on en discutait l'autre jour. On peut facilement le spoiler. Donc, et donc, il ne faut pas en dire de trop. Moi, ce que je peux... écoute, je vais venir à ton aide. Je suis comme ça. Oui, vas-y, s'il te plaît. Mais du coup, je ne vais pas vous en dire beaucoup, puisque moi, je suis partisan de très, très, très peu d'infos. Et je pense que le meilleur pitch que tu peux donner à ce livre, c'est toutes les questions qu'on va te poser, finalement. Et on va voir à quel point ce qui est à l'intérieur est intéressant. Ça, je peux vous l'assurer, puisque je l'ai lu avec grand plaisir. La première scène donne le ton. On a Estelle qui est sur son aire de repos et qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle se fait violer. On en a déjà parlé avec Magali Collet il y a quelques temps. C'est un thème qui revient très souvent. On va en parler brièvement parce que c'est pas le plus important du livre, mais c'est la scène d'entrée. Donc on comprend très très vite que c'est pas oui à la plage. Ça, c'est sûr. Et alors, tu le disais dans
le début du pitch, et c'est ma première question, ça tombe très très bien. On est dans les années, alors attends, en France, 60, 60-70. Mhm. 70. Pour les gens qui viennent de chez moi, 70. J'essaye toujours de traduire en direct. Euh, Pourquoi avoir placé ton histoire à cette période en particulier? Alors, pourquoi j'ai choisi cette période? Alors déjà parce que j'ai toujours aimé cette période. Aussi parce que, mince, en fait, si je te dis la raison pour laquelle je l'ai choisie, je vais spoiler. Donc, je sais pas si je peux te le dire ou pas, mais enfin, c'est ce qu'on découvre à la fin en fait. C'est pour ça. Tout est Alors, parti là-dessus. Ouais. sans spoiler, parce que dans la quatrième, on parle de inspiré de faits réels. Et Oui, bah, les faits réels se sont passés dans ces années-là. Mais on dit pas ce que c'est. Et exactement, on c'est va en exactement ça. reparler de ces faits réels qui inspirent des romans et des romancières. Moi, ce que je Mhm. me demandais par rapport à cette époque-là, surtout, c'est... Ben, on est sur des vieux téléphones. Ça m'a marqué parce qu'il y a des images comme ça qui viennent quand on lit. Oui. Euh, alors, je crois que c'est la nostalgie, hein, et c'est là que je vois que je vieillis, parce que je visualise vraiment Mhm. le téléphone dont tu parles. Est-ce que ça demande un gros travail pour ne pas faire d'erreur quand on prend une époque qui est... alors, elle n'est pas si lointaine, mais c'est pas l'époque actuelle non plus. Du coup, qu'est-ce que ça te demande comme travail? Parce que tu voulais, pour des raisons de scénario, que ça se passe à ce moment-là, mais alors du coup, il y a du travail derrière. Est-ce que enfin, comment as-tu travaillé finalement, en gros? Alors en fait, les débuts, c'est toujours un très très gros travail de recherche. Donc je fais mes recherches essentiellement sur INA. Donc c'est tout des micro-reportages sur ces années-là. Et donc du coup, ça me permet aussi de m'inspirer des gens, des espèces de micro-trottoirs qu'ils faisaient en fait à l'époque. Et je m'inspire en fait de ces gens-là, de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'ils regardaient, de la façon dont ils marchaient, dont ils parlaient, etc. Donc j'ai visionné des heures et des heures et des heures de reportages. Et j'ai vu aussi des films, etc., qui m'ont permis de me mettre vraiment de m'inspirer de cette époque au maximum. Après, c'est vrai que bon, les téléphones, moi, je suis pas. J'ai connu ça puisque je suis née en 1983. Donc voilà, les téléphones à fil, j'en avais aussi chez moi. Donc bon, bah, ça, je m'en souvenais. Ensuite, je suis lilloise à l'origine, donc même si je vis à Barcelone, je suis lilloise, donc du coup, le monde ouvrier, je le connais très bien aussi, puisque j'ai vécu aussi là-dedans. Donc, j'en parle beaucoup aussi dans mon roman. Et voilà. Enfin, j'ai fait énormément de recherches, mais aussi j'ai puisé dans ma vie personnelle et dans ce que je connaissais finalement. Et tu vois un grand écart entre ce qu'on connaît. Bah, moi, en lisant, c'est ce que je me disais. Ça me rappelle Mhm. plein de souvenirs, un peu comme toi. Et en même temps, je me dis, on en est tellement loin. Enfin, Ouais. alors, je prends cet exemple du téléphone, mais c'est vrai on partait en vélo ou autre part. On n'a absolument pas de portable, de tout ça. Quand j'y Mhm. pense, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, et en fait, pas tellement. C'était les années Non. 70 et j'y étais pas. Mais c'est une période, voilà. Allez, avec ton œil aiguisé, est-ce que tu vois à quel point il y a un grand écart ou finalement pas tant que ça? Énormément. Et enfin, de toute façon, pour tout, hein, pour la condition de la femme, bon, même, on essaie d'évoluer petit à petit, mais dans le roman, on le voit aussi, pour tout. Donc oui, le fait que, bon, elle est née, Estelle est née, enfin, provient d'une famille assez bourgeoise. Donc là, c'est pareil, elle est obligée de se marier avec un homme puisqu'elle tombe enceinte hors mariage. Toutes ces choses-là, forcément, ça représente une époque qui, fort heureusement, n'est plus du tout d'actualité. Mais tout ça, c'est pareil. Après, j'ai fait aussi beaucoup de recherches de mon côté et tout ce qui concerne la victimologie et criminologie, j'ai été aidée par une victimologue criminologue qui m'a conseillé surtout puisqu'elle a lu le roman une fois terminé
Et elle m'a conseillé sur certains points et elle a validé d'autres, donc ce qui m'a rassurée avant la sortie en fait. Et donc le contexte un petit peu de l'époque, et pourtant, bonjour les USA, si vous nous écoutez, on voit encore des trucs particulièrement bizarres hein, en 2022. Donc Oui. l'actualité, est-ce que, voilà, je tape pas forcément un avis sur tout, mais c'est des choses qui t'interpellent aussi, venant d'un livre où tu as placé ça dans les années 70, 70, où on parle de viol, etc. Ce qui se passe en 2022 là-bas, moi j'estime que c'est grave, je sais pas toi, mais ça fait peur quand même. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce que finalement, on se dit, voilà, un viol, elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit le garder obligatoirement. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, non, c'est... Oui, ça fait peur parce qu'on se dit que finalement, on régresse, surtout dans un pays comme les États-Unis, quoi, qui sont censés nous donner un petit peu, voilà, euh, une nouvelle vision du monde. Et puis finalement, ils nous font régresser. Donc, on se dit, vers où on va, quoi. Non. Ça n'augure rien de bon. Et pour décrire Juillet Noir, en le lisant, j'aime bien noter des mots. Je me dis, tiens, si je devais le qualifier pour quelqu'un, je n'ai que 3 mots. J'avais noté ça. Mais tu me dis si ça te convient et on peut en parler. J'avais mis vintage pour le côté dont on vient de parler. Alors, on parlera de ton écriture après, qui elle est très moderne. Alors, c'est ça qui est amusant. Mais vintage pour le contexte, j'ai mis glauque et malaisant aussi par moment. Malaisant pour plein de raisons. Est-ce que c'est ces 3 qualificatifs qui pourraient aller à ton livre? J'aime bien demander Alors, directement à la personne concernée, tu vois, si je suis dans le bon ou pas. vintage, c'est drôle parce que toutes mes copines m'appellent comme ça, Miss Vintage. Ok. Parce que depuis que je suis gamine, j'adore tout ce qui est vieux, en fait, tout ce qui est ancien. Et je me suis longtemps habillée dans les friperies. J'adore ça, en fait, les vieux sacs, les vieux bijoux qui ont appartenu à d'autres personnes. Enfin, ça a toujours été un peu mon délire. Donc, que tu me dis ça, c'est un compliment, donc c'est super. Ah, c'était vu comme ça, hein, je te rassure. Glauque, ouais, c'est complètement glauque. Il y a certaines scènes qui sont quand même assez désagréables. Je pense à une de mes sœurs qui est, par exemple, très prude, entre guillemets, et qui a lu certaines scènes et qui se disait, ouf, voilà, c'est celle-là, elle a eu un peu de mal. Et après tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Malaisant. Parce que Malaisant. ça crée quelque chose quand on lit. Ça fait... On sent, on se dit, ok, c'est glauque au niveau de ce qu'on lit, mais en soi, ça fait Ouais. quelque chose. On se dit, ok, si j'étais là-bas, c'est un côté un peu joué avec l'empathie hein, C'est aussi. malaisant par rapport à l'empathie, oui, exactement, puisqu'on ne sait pas trop où se placer par rapport au personnage. Complètement. Et pour toutes ces raisons, et je pense que... Alors, c'est un débat de libraire hein, en particulier, mais moi j'aime bien faire ça. J'ai vu qu'on le cataloguait beaucoup comme thriller, mais moi je le vois plus, et on en parlait un petit peu, comme roman noir. Tu en penses quoi? Oui. C'est pour les gens qui nous écoutent et qui aiment bien savoir justement vers quoi ils vont. Moi je vois plus ça comme un roman noir que comme un thriller pur. Alors, pour les personnes qui cherchent un thriller à rebondissement, ce n'est pas Juillet Noir, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très psychologique. Donc, tout est basé sur la psychologie des personnages, sur la déchéance, sur les raisons qui les ont poussés à faire ce qu'ils font. Et voilà, et cette malaisance, comme tu disais tout à l'heure, où finalement, il n'y a ni bon ni méchant, et on a du mal à se placer d'un côté ou d'un autre. Et c'est avec ça que je voulais jouer, en fait. Donc le côté thriller, pour moi, ça me perturbe un peu, sauf si on rajoute à côté psychologique. Là, ça passe mieux. Mais c'est vrai que je le cataloguerais peut-être plus en roman noir. Et Ouais. on va approfondir tout ça, mais sur les États-Unis, effectivement, qui nous dit 6 personnes décident pour l'entièreté de la population, c'est un truc de dingue. Et on appelle ça une démocratie. Attraction Duty nous dit n'oubliez pas que la Pologne a été la première à régresser en 2020. Ils ont annulé la loi de 97 qui autorisait les IVG. IVG toujours interdite totalement en Irlande du Nord et 3 autres pays européens. Euh,
ils ne savent peut-être pas ce que c'est la démocratie. Et Fanny nous dit, bah, dans un pays qui a comme symbole la statue de la liberté, c'est encore plus moche de voir ça. C'est Euh, Et Walking Ghost nous dit, la malaisance dans Juillet Noir vient de l'effondrement de la barrière entre coupable et victime. C'est une de mes questions, effectivement, mais c'est bien que on voit que tu es connaisseur, Walking Ghost. Tu as bien lu le roman aussi. Ce roman, c'est l'antithèse du manichéisme, on va en parler. Et c'est un effet brillamment amené qui rafraîchit, paradoxalement, avec son côté vintage, le genre noir. Que de compliments pour toi ce soir. Il n'y a pas que ce soir, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on va reparler de ce côté bien mal, un peu manichéen comme ça. J'en ai parlé brièvement, mais on parle d'un côté vintage et en même temps, c'est, pour ceux qui adorent ça, c'est un page turner. Ça se lit, ou alors c'est juste moi, mais ça se lit très 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 vite parce que c'est une écriture très vive, très moderne, très incisive. Ça n'y va pas par quatre chemins, si je le dis comme ça. Elle passe très vite en fait tes pages. Est-ce que c'est naturel chez toi ou est-ce que tu travailles très 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 dur pour arriver à ce résultat-là? alors, c'est un peu compliqué parce que en fait, Juillet Noir, il m'est venu en fait d'une manière complètement inattendue. Je partais en voyage dans le sud de l'Espagne et je me suis arrêtée sur une aire de repos et, et c'était vraiment l'aire de repos crade, glauque, en pleine nuit. Et là, je me suis dit, s'il doit m'arriver quelque chose ici, je suis fichue. Et en fait, l'idée de base est partie de là. Donc du coup, je l'ai écrit très vite. C'est devenu une espèce d'obsession en fait. J'avais l'impression que je devais écrire matin, midi, soir, il fallait que j'écrive. Donc je pense que le premier jet, je l'ai terminé en 3 mois. Et ensuite, je l'ai retravaillé énormément, bien évidemment après. Mais le premier jet, je l'ai écrit très très vite. Donc par contre, je travaille beaucoup. Je fais très attention à la sonorité des mots. J'aime quand il y a un peu de poésie en fait dans les mots. Et vous voyez le calendrier là derrière moi que Sandra Martineau nous a concocté. Donc on a fait ça pour cette année. Et dessus, je lui ai mis une phrase qui expliquait en fait que j'aime embellir en fait les phrases pour dire des horreurs en fait. Et donc ça prend du temps. Et oui, donc pour le page turner, j'ai fait une alternance de temporalité justement pour ça aussi. Une alternance de temporalité et de voix pour aider à ce que ça aille, à ce que le lecteur soit plus pris dans la lecture. Parce que je pense que si je l'avais fait de manière linéaire, ça aurait été beaucoup plus lent et voilà. Et cet effet page turner, certainement, n'aurait pas existé, je pense. Mais il existe. Si je peux. Ça, c'est. Donc, good job, comme on dit ici. On le disait aussi tout à l'heure, tu t'es inspiré de faits réels, on va pas dire quoi. Surprise. Oui. C'est important pour vous. Ma question, c'est qu'est-ce qui t'amuse dans ce mélange entre ce qui a existé et ce que tu imagines? Comment on travaille pour faire ça? Entre ce qui existait et ce que j'imagine, moi c'est assez curieux parce que je travaille toujours en fait. Bon, je vais pas spoiler, mais il y a 2 personnages principaux dans Juillet Noir. Et le deuxième personnage, à la base, ne devait pas exister. Je ne devais avoir que la voix d'Estelle. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, il manque quelque chose, il me faut cette autre personne. Et ça m'est apparu naturellement en fait. Donc je laisse parler en fait mes personnages. J'ai un plan à la base, mais qui finalement change tout le temps. Donc oui, je sais pas, j'ai l'impression d'être en fait quand je commence à écrire, d'être prise au piège par mes propres personnages et c'est eux qui m'emmènent en fait vers une piste ou une autre. Donc je me laisse emporter en fait. Ouais, c'est ça. Tu es dans la team plan que tu ne respectes pas. On peut faire un club, on est beaucoup comme ça.
Mais c'est vrai que Oui. c'est toujours amusant. On va aussi un peu en reparler. N'hésitez pas dans le chat, le petit robot qui est très gentil vous met le lien vers le site d'Amélie de Lima. Alors, Ben, pour après, n'hésitez pas, il y a plein de choses à aller voir. Et puis ben, l'actualité pour le futur. Donc voilà, petit robot, Wisebot nous fait le plaisir de mettre ce lien de temps en temps. N'hésitez pas, c'est fait pour. On parlait un peu de plein de choses, mais je me suis longtemps demandé, dans ce livre, c'est une vraie question, je vous rassure, pourquoi la police n'était pas plus présente. Et ça rejoint un peu le côté roman noir dont on parlait. Pourquoi la police n'était pas plus présente dans l'histoire. Et puis, j'ai réalisé que les choses étaient très très différentes dans les années 70 qu'en 2022. Est-ce que tu voulais faire passer un message en écartant un petit peu la police et en leur donnant un rôle, alors je vais pas dire secondaire, mais en fait, l'absence de police est quelque chose d'intéressant en soi. C'était un message que tu voulais faire passer, est-ce que ça va mieux? oui, alors, c'était voulu, puisque à la base, je ne voulais pas faire un polar, donc je ne voulais pas, voilà, je voulais vraiment une police euh, comme personnage vraiment secondaire, plus que secondaire, puisqu'ils n'apparaissent vraiment qu'à un très court instant. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, je me suis dit euh, que je voulais en fait que la loi, enfin leur loi, la loi des personnages, se joue entre eux et que ça devienne finalement animal. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que peut devenir un homme ou une femme après avoir vécu ces horreurs qu'ils ont vécues, euh, comment ils se vengeraient sans l'aide de la police, sans l'aide de la justice. Est-ce que la justice humaine, finalement, elle ne deviendrait pas animale? Et c'est ce que j'ai voulu faire passer, en fait, avec Juillet Noir. C'est pour ça que j'ai vraiment relégué la police à un deuxième plan, voire troisième, parce que pour moi, elle n'était pas importante dans le message que je voulais faire passer. Un peu, oui, et ça montre aussi, ben, on parlait tout à l'heure de l'époque, mais comment par exemple les victimes sont traitées, et c'est pas pareil dans Exactement. ces années-là Mm. que maintenant. Et je sais pas, du coup, c'est aussi quelque chose que tu voulais montrer, parce que moi ça m'a frappé, en fait c'est la force des personnages absents. Mais du coup, quand on lit, je sais pas vous qui nous écoutez, mais on imagine ce qui est pas écrit, parce il y a un trou, et on se dit il y a une raison pour et par exemple, mais Oui, là on parlait de viol tout à l'heure, quand la police n'est pas présente et qu'on parle de viol, c'est qu'il y a un trou, c'est qu'il y a une absence, c'est que ça veut dire quelque chose en soi dans ces années-là. Voilà, est-ce qu'on exactement. passe la porte de ce commissariat Et finalement? Et je vais te dire pourquoi, parce que justement, j'ai vu un reportage de ces années-là, d'une jeune fille qui avait fait de l'autostop, en fait, et qui avait été violée par le mec qui l'avait prise en autostop. Et donc, c'était une étudiante qui était dans une grande ville, alors qu'elle venait d'un petit village. Elle ne connaissait pas du tout cet environnement, hein, c'était tout nouveau pour elle. Et donc, en faisant de l'autostop, comme elle l'aurait fait dans son village où il ne se serait absolument rien passé, en ville, bah, elle a été violée. Donc, elle est allée voir la police, forcément, et la police l'a traitée comme la coupable. Ils lui ont dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes bien gentille, mais vous avez vu la façon dont vous êtes habillée, vous avez vu l'heure à laquelle vous avez fait de l'autostop sur une route départementale, vous vous êtes trouvé, vous êtes cherché toute seule des ennuis. Donc maintenant, vous vous débrouillez. Donc, on voyait à la fin du reportage cette jeune fille qui était complètement détruite, qui était retournée vivre dans son village où elle élevait, je ne sais plus, des moutons, ou voilà, mais elle était complètement détruite. Et elle le disait, enfin, je ne pourrai jamais vivre une vie normale puisque même la police ne m'a pas cru. Et en fait, elle se sentait elle-même coupable. Elle en est venue à penser qu'elle était coupable parce qu'elle avait mis une jupe, parce qu'elle était montée dans cette voiture, parce qu'elle était naïve, etc. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu montrer aussi. Parce que finalement, on se dit, oh, c'est un peu gros quand même, ça fait cliché. Non, non, c'est pas cliché, c'est vrai. Ça s'est passé comme ça.
Et Fanny Jaune nous dit: je ne sais pas s'il y a de grandes différences entre les années 70-70 à maintenant, je trouve que l'écart est minime. Il suffit de voir l'actualité. Et donc, c'est l'occasion d'en reparler, comme on fait ce soir, et de lire ce livre qui a le mérite de remettre ça sur le tapis, parce qu'on ne le fera jamais assez, visiblement. Alors, moi je suis mal mis pour le dire, mais est-ce que tu es d'accord avec Fanny qui dit que l'écart, finalement, on n'a pas énormément progressé entre la période de ton livre et la période actuelle? Non, pas du tout. Bon, alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas l'habitude de raconter, mais voilà. J'avais 17 ans et en fait, j'allais travailler. Je travaillais l'été et les week-ends dans une maison de retraite. Donc voilà, je passais mon bac et je travaillais en même temps. Et donc, un matin, je descendais du métro, donc c'était à Ouascal, voilà, près de chez moi. Et j'étais habillée en jupe qui m'arrivait jusqu'aux genoux. C'était en plein été, hein, donc forcément il faisait chaud. Et donc, il y avait deux passages en fait à la sortie de ce métro. C'était un métro quand même assez très sombre, qui n'était pas. Pratiquement personne ne descendait à cet arrêt. Et il y avait des gros piliers, je me souviendrai toujours. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, moi qui habituellement passais toujours vers la droite, où il y avait des petits escaliers qui menaient directement vers la résidence, je me suis dit, je vais prendre les escalators, même si je dois faire le tour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le pressentiment. Et en fait, en montant les escalators, il y a un mec qui est venu derrière moi, qui avait mis une écharpe jusqu'au nez, qui avait le pantalon baissé et qui se masturbait en tirant sur ma jupe. Donc voilà, j'avais 17 ans. Hein. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais je lui ai donné un coup de coude très violent et je suis partie en courant sans regarder en arrière. Ce jour-là, j'ai jeté mes affaires dans la poubelle, je ne voulais plus les voir, et je suis allée au commissariat. Donc, avec mon beau-père, on a déposé plainte. Et en fait, on s'est rendu compte que ce mec, j'ai dû faire. J'ai dû. Je perds mes mots en français, désolée. J'ai dû l'identifier, voilà, derrière une vitre sans teint, plusieurs jours plus tard. Et en fait, ce mec-là avait violé une dizaine de filles. On se ressemblait toutes, 1m60, 1m65, blondes, vieux bleus, donc entre 12 et 18 ans. Et la seule qui réussit à s'échapper, c'est moi. Donc, j'ai dû aller à son procès, qui a duré une semaine, où j'ai entendu les horreurs qu'ont vécues les victimes. Et là, je me suis sentie mal parce que je me suis dit, je suis la seule qui s'en est sortie et j'ai eu un sentiment un peu de culpabilité. Et en fait, quand ça a été mon tour de parler, l'avocat lui a demandé et pourquoi c'est la seule à qui vous n'avez rien fait. Et il a répondu parce que c'est la seule qui s'est défendue et je ne m'y attendais pas. Et là, ça a été un coup de sentence en fait pour moi parce que je me suis dit, du coup, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que les autres ne se sont pas défendus assez. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et ça a été terrible pour moi. D'ailleurs, pendant des années, j'ai pas réussi à prendre le métro. Même encore maintenant, quand je rentre dans un métro, je dois y aller avec quelqu'un parce que sinon je me sens mal. Et pourtant, il m'a rien fait. Et je me dis, et ce mec-là, il a pris 10 ans. 10 ans pour violer 10 personnes. En sachant que dedans, il y avait des gamines de 12 ans. Et là, je me dis, il y a une justice. Il y a une justice à ça, de laisser un homme qui, au bout de 8 ans, est sorti. Voilà. Et c'est donc, pour répondre à la question qui disait, finalement, on n'est pas si loin de ces années-là. Non, on n'est pas loin du tout. On est même très proche, trop proche. Il y a encore du boulot. Il y a vraiment encore du boulot. L'élégance des mâles primaires, on adore. Pas tous comme ça, heureusement. Donc le respect de la femme, il y a encore un travail pour certains hommes, éducation et autres. Oui. L'important étant de ne pas faire des généralités, mais oui, ça existe encore. Oui. Et oui, 10 ans seulement, ça étonne beaucoup les gens.
qui t'écoutent. Moi, le premier aussi, ça m'étonne. Et La t'es plupart du marié, hein, temps, avec des enfants. et la plupart du temps, les policiers sont eux-mêmes désarmés face à des condamnations si faibles. Mais, mais comme tu dis, voilà, tu t'es défendu, c'était de l'instinct, mais ça a fait quelque chose. Et puis, t'en es pas resté là. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose. Et ça ne le met pas hors d'état de nuire pour longtemps, mais au moins ça existe. Ça a le mérite d'exister et de donner l'exemple. Donc, bah, merci déjà de dire ça. Et c'est vrai que les livres, parfois, se servent de choses qu'on a vécues, de choses qu'on ne veut plus voir, qui ne devraient pas exister. Et Juillet Noir fait un peu ça. Enfin, maintenant que tu en parles, c'est encore plus marquant de voir cette histoire d'air de repos. Tu disais, et c'est vrai que je pense, enfin, moi ça m'est arrivé, même en tant qu'homme, hein, de faire un trajet de nuit en rentrant d'un salon, d'arriver sur une aire de repos et de me dire, si quelqu'un me veut du mal ici, je sais rien faire, quoi. Donc c'est vrai que quand on écrit, on peut partir de ce genre de situation où soit il est arrivé quelque chose et on s'en sert, soit on se dit qu'est-ce qui se passerait si. Et vous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, qui nous écoutent ici en live et en replay. Il y a un exercice qui est super marrant à faire, donc je vous le conseille. Comme ça, je casse des conseils gratuits. Comme ça, vous ne devez pas suivre les masterclass payantes. Mais vous êtes derrière une porte, vous ouvrez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi de l'autre côté ? Demandez-vous ce qu'il y a de l'autre côté et vous partez de ça. Et vous allez voir que vous allez partir vers des idées. C'est le début de quand on a la page blanche, par exemple. On peut faire ce genre d'exercice-là, et c'est assez sympathique. On parlait de cette histoire et de ne pas spoiler. C'est important de ne pas spoiler. Donc pour l'instant, tout va bien, tout est sous contrôle, rassurez-vous. J'ai quand même, et on en a un peu parlé, parce que j'étais assez embêté avec ça, je vous le dis. J'ai un conseil à vous livrer, c'est lisez ce livre. Et vous l'entendez encore ce soir, il y a plein de raisons de le lire. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas lire la 4e de couverture. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations dessus. Il n'y a pas tout, je vous rassure, si vous la lisez, c'est pas perdu. Mais je trouvais qu'il y a beaucoup d'informations. Du coup, je me demandais si c'est... Parce que je sais que c'est aussi une question qui revient souvent dans les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est toi qui as écrit la 4e ? Est-ce que c'est avec l'éditeur ? Que cherchiez-vous à faire ? Parce qu'il y a parfois des 4e de couverture très minimalistes, il y en a où il y a un peu plus d'informations. Je sais que certains lecteurs, comme moi par exemple, il faut vraiment quelque chose de spécial pour que je lise la 4e de couve et le résumé, parce que j'aime bien y aller directement dans les premières pages. C'est très très rare que je lise un résumé. Je sais pas vous qui nous écoutez, je sais que voilà, il y a les deux. Il y en a qui se servent de ça pour se dire est-ce que je l'achète ou pas, et d'autres qui se disent surtout pas, je ne veux pas savoir et j'attaque. Comment ça s'est fait ce travail sur la 4e de couverture chez vous ? Alors, la 4e de couve, on l'a faite, plus ou moins tous les deux. Voilà. Et bon, il y a juste une seule phrase que j'aurais évité de mettre, ou alors la réduire, comme on disait hier, sur les faits réels. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un roman, comme on disait, qui n'est pas basé sur finalement sur ce qui se passe, sur l'intrigue en soi, mais plus sur les personnages, sur la psychologie, sur la déchéance des personnages, sur les actes et les conséquences. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Donc oui, c'est vrai, je comprends que... alors, à la base, en fait, mon éditeur ne voulait parler que d'Estelle dans la 4e de couve. Moi, je lui ai demandé de parler de l'autre personnage parce que je pense qu'il est important. Maintenant, peut-être que j'aurais dû l'écouter, effectivement, ne pas en parler pour ne pas trop dévoiler. Mais j'avais du mal, en fait, à l'exclure. Ça aurait été l'exclure du roman. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très 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 bien. Et je complète, c'est que rapidement, et on en parlait hein, dans le début de l'interview, mais les faits, l'action, on voit plus ou moins ce qui s'est passé dès le premier chapitre, on comprend dans quoi on va être.
Mais à mes yeux, la vraie pépite de ce livre, je vous le disais, et elle est très très belle, c'est pourquoi les choses arrivent. Et alors ça, par contre, vous le verrez pas du tout sur la quatrième de couverture. C'est-à-dire, on voit vaguement ce qui s'est passé, vous avez des faits, et ça me rappelait le côté vintage, un peu des séries comme ça, où on sait très très vite ce qui s'est passé, mais on sait pas du tout pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait, et surtout ce qu'ils vont devenir. Et tu en parlais, l'importance des personnages. C'est ça. Dans les livres et dans les romans noirs, il y a souvent des bourreaux, il y a souvent des victimes, mais ce qui compte dans ton livre, c'est pourquoi on devient l'un ou l'autre. C'était ton objectif numéro un, ça? Exactement, exactement. Et justement, je voulais rompre en fait avec cette idée du manichéisme qu'on a toujours. On a l'habitude en fait d'avoir des personnages bons ou méchants, donc du coup, ça nous permet d'avoir de l'empathie pour l'un et au contraire de l'aversion pour l'autre. Ici, moi, j'ai voulu briser ces barrières. Donc du coup, d'où le sentiment de malaisance dont tu parlais tout à l'heure. Je suis désolée, il y a le voisin qui est en train de fermer ses persiennes. Il y a un bruit terrible derrière moi. Non, mais c'est Euh, marrant. En fait, tu peux le dire qu'il y a quelqu'un dans ta cave et que tu enfermes les gens et que c'est glauque. non, mais j'entends un bruit, tu Oui, sais. oui, moi aussi, mais les gens aussi, mais ça nous fait rire. C'est pour te déconcentrer pendant des réponses. Mais carrément, tu sais, j'étais à fond dedans. Il m'a coupé. C'est la magie du direct. On peut avoir des orages, des coupures. Oui, alors j'en Ouais. profite de ces... Comme ça, tu peux te remettre les idées en place. Je voudrais vraiment vous rassurer, toutes et tous qui nous écoutez. Jordan est en vie. Il m'a envoyé un message. Mais oui, il est complètement en vie et il y a de l'orage chez lui, sans déconner. Donc je l'avais dit, ils avaient annoncé. Mais à mon avis, c'est voilà, ça a craqué là où il habite. Et donc, il vous promet, vous qui étiez là, on finira la partie sur Spirou la semaine prochaine. Logiquement, il sera avec nous. On finira la partie Spirou, mais il est en vie. Je voulais vous rassurer. Comme ça laisse le temps à Amélie de remettre les idées pour la réponse. Mais donc, oui, ce côté manichéisme entre bourreau, victime, comment on y Voilà, arrive, objectif numéro un. voilà. Ben, j'ai répondu non. Oui, bah oui, bien sûr. Mais Oui, question annexe, tu composes des personnages complexes. Parce que oui, du coup, quand on veut faire ça, euh, d'être ni blanc ni noir, mais plutôt gris, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de nuances, j'imagine. oui. Comment est-ce que tu travailles tes personnages? Parce que moi, j'ai trouvé c'était assez complexe. On est en train de... Alors, autant ce qui se passe est clair, autant ça, c'est pas clair du tout, et ça bouge beaucoup d'un chapitre à l'autre. On se dit, Mhm. allez, si on doit prendre parti pour une ou l'autre, voilà, on se dit, ok, je vais plutôt faire ça, et puis on change d'avis, et puis on rechange d'avis, puis on rechange d'avis. Donc, c'est complexe. Comment on travaille pour arriver à ce résultat-là? Alors, justement, tu as parlé de nuances et c'est tout à fait ça, parce que moi, dans la vie, je suis une personne où c'est tout blanc ou tout noir. J'ai pas de nuances. J'ai des valeurs assez, voilà, je suis très droite en fait, et du coup, j'ai du mal, par exemple, à changer d'avis si je te dis quelque chose, ou voilà, je suis très fidèle à mes idées, etc. Donc, du coup, j'essaie en fait dans mes romans d'être le contraire de ce que je suis dans la vie, c'est-à-dire gris. Donc, ce sont des personnages gris. Ça, comme tu dis, c'est très très difficile. Et c'est pour ça que j'ai eu autant besoin d'avoir l'avis aussi de cette victimologue criminologue pour me rassurer en fait sur le choix des personnages, sur leur façon d'agir, leurs gestes, leur façon de répondre, etc. Et j'ai- mais c'est bizarre parce que pour Juillet Noir, ça m'est venu de manière complètement naturelle. D'ailleurs, il y a un des deux personnages, je ne vais pas dire qui est écrit à la première personne. Ce personnage-là, pour moi, il m'a tellement inspirée que j'avais l'impression d'être lui, en fait. Je sais pas je sais pas comment l'expliquer. Ça a été quelque chose de très très spécial. Est-ce que Euh, tu travailles avec des fiches personnages? Ou vraiment de non, tête? Tu le fais de non. tête?
Dès le début, j'ai dans ma tête comment ils sont, plus psychologiquement que physiquement. Et après, petit à petit, c'est eux-mêmes qui se dévoilent. C'est eux-mêmes qui vont employer des termes, des mots, qui vont réagir d'une certaine façon, petit à petit, au fil du roman. Mais je déteste travailler en fait de cette façon en me disant, allez, lui il va réagir comme ça, il va faire ceci, et puis voilà. Non, justement, je les laisse en fait, je les laisse mûrir et j'aime bien ça. Alors pour le premier roman, par exemple, oui, je l'avais fait parce que je ne savais pas comment on faisait ça. Mais maintenant je laisse libre cours au personnage. C'est vrai que, mais de nouveau, c'est de la nuance. Je rattrape un peu vos commentaires, mais donc Walking Ghost nous dit, pour ma part, impossible d'aller vers un livre sans lire la 4e au préalable. Et Sylvie, la polardeuse, nous rejoint. Bienvenue à toi. Tu es ici chez toi, tu n'es presque pas en retard. On va continuer encore un peu en ton honneur. Oui. Et puis parce qu'on a encore plein de questions et qu'on passe une bonne soirée. Les personnages, juste pour vous dire, vous qui aimez un peu les coulisses de l'écriture, vous pouvez avoir des fiches personnages. C'est super amusant à regarder, hein, une fiche personnage. Et vous pourriez dire par exemple que, on va l'appeler Léon, j'ai envie aujourd'hui, il est colérique. Et ça veut dire que peu importe ce qui va lui arriver, il est colérique. Mais même si on lui donne une bonne nouvelle, il est colérique. Et vous avez un personnage qui est très très figé. Dans Juillet Noir, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un personnage colérique ou pas, hein, je vous invente quelque chose, mais s'il lui arrive une bonne nouvelle, il n'est pas colérique, il est heureux. Et c'est toute la difficulté de choisir si vous voulez que votre personnage réagisse toujours de la même manière à la même chose, ou si vous lui donnez un peu plus de latitude dans ce qu'il fait. Et tout l'intérêt, à mes yeux en tout cas, dans les personnages de Juillet Noir, c'est ça. Vous savez pas comment ils vont réagir, parce qu'ils réagissent comme vous et moi. Si on a passé une très mauvaise nuit, et qu'on a... on peut pas prévoir quelqu'un de très joyeux qui passe une mauvaise nuit, n'est pas joyeux spécialement le lendemain, ou peut-être que si, mais il y a beaucoup de nuances. C'est ce travail-là qui parfois prend du temps, et le faire de tête, ça veut dire qu'on est a priori très très proche de ces personnages. Parce que sinon, on n'arrive pas à réagir. Donc, tu es resté combien de temps avec eux? Tout ça pour en arriver là. T'es resté combien de temps avec eux? Ils t'ont accompagné combien de temps pour... Alors, tu disais, ça a été écrit très vite, mais finalement... Oui. Moi, j'étais tellement obsédée par mes personnages que ma fille, qui s'appelle Elsa, j'en suis venue à l'appeler Estelle. Des fois, j'avais le prénom d'Estelle de mon personnage qui me venait en tête. Donc, pour dire que j'étais vraiment obsédée par ça. Donc, oui, donc, le premier jet, ça s'est fait en 3 mois environ. Et ensuite, je l'ai retravaillé environ, je sais pas. Au total, ça m'a fait 9 mois en le retravaillant, ouais, en laissant reposer. Clin d'œil à ma correctrice qui me dit toujours de laisser reposer du temps. Donc voilà, ça Laurine qui te dit ça. Ma correctrice. Ta correctrice. Oui. C'est vrai que parfois il faut laisser reposer, comme les crêpes. C'est important. Voilà, laisser reposer, reprendre plus tard. Alors moi je suis très impulsive, je suis quelqu'un qui n'a pas de patience en général. Et donc du coup j'essaye à ses côtés, puisqu'elle c'est devenue une amie maintenant, j'essaye à ses côtés d'apprendre à être moins impulsive, à prendre le temps, à regarder les choses avec un peu plus de distance, ce que je ne faisais pas avant. Pourtant je suis vieille là déjà quand même, mais j'apprends. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est pas la réponse la plus intelligente. Mais non, tu n'es pas vieille, ne dis pas de bêtises. Je suis née en 83. Donc, et je suis née en 82, alors tu n'es pas vieille. Non, mais je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il y a un thème dans ce livre aussi, c'est mis sur la 4e, donc assez vite, c'est assez clair. C'est cet enfant qui n'est pas comme on aimerait qu'il soit. C'est un thème qui est aussi important pour le livre. Ça te tenait aussi à cœur d'avoir... Parce qu'il y a du fond derrière, donc si vous aimez ça, les personnages sont un peu cabossés, tout ça. Et est-ce que ce thème-là de la parentalité, puis de qui on attend et de qui arrive, c'était quelque chose d'important? Je vais vous raconter toute ma vie aujourd'hui. Mais le thème en fait de l'abandon en soi,
m'intéresser. Pourquoi? Parce que déjà, mon mari à la base est adopté. Donc du coup, il a toujours eu voilà, ce rapport un peu conflictuel entre guillemets avec ça, avec ses origines puisqu'il ne les connaît pas, etc. Donc ça m'a toujours marqué en fait. Et puis, une séparation de mes parents, pareil, j'avais 6 ans, donc forcément ça marque et ça te laisse aussi un sentiment d'abandon. Donc je pense que de toute façon, tous les romans ont une part de l'auteur, une part de la vie de l'auteur. Donc même si on se dit ce sont des personnages, c'est complètement voilà, imaginé, etc. C'est faux. Il y a toujours enfin, pour ma part, hein, je parle pour moi, il y a toujours quelque chose de nous dans nos romans. Je peux toujours te donner un détail, quelque chose dans chacun de mes romans. Il y a une part de moi en fait. Et là-dedans, pour moi, l'abandon, ça a été important. Aussi parce que je venais à ce moment-là d'être mère. Parce que ma fille a 3 ans et demi. Et donc voilà, ça a été important pour moi de voir la parentalité, cette envie d'être mère à tout prix, ou au contraire cette envie de tout abandonner. Qu'est-ce qui pousse à une chose ou à l'autre? Pourquoi un enfant est plus désiré qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va l'accepter ou pas? Quelles sont les différences qu'on accepte ou pas? Voilà. Et juste pour rassurer tout le monde, tu ne lis pas tes livres à ta fille, là tout de suite, pour Non. l'endormir. Par Non, contre, il faut pas. Plus tard. je la fais lire. Ouais. Ça, oui. Plus tard. Un autre thème, et tu en parlais un petit peu, c'est les classes dans la société, les Oui, réactions. J'ai l'impression que ça t'amuse, ou en tout cas c'est un terrain de jeu plutôt riche. C'est quand deux milieux différents se croisent. Alors il y a des grandes références dans les livres et partout. Euh, Tu aimes ça quand la théorie est bousculée par la pratique? Parce qu'en théorie, cette Estelle, son destin était plus ou moins sur des rails, et puis ça se passe pas comme prévu. C'est la lutte des classes, tu disais, avec son mari. C'est un thème aussi important pour toi? oui. Alors, moi, j'ai fait des études de lettres et donc enfin, j'ai été passionnée par le 19e siècle, voilà, par toute la série des Rougon-Macquart, etc. J'adore ça. Donc du coup, la lutte un peu des classes, moi je l'ai vécue puisque je suis issue d'une mère espagnole qui est arrivée en France à 4 ans et d'un père portugais qui est arrivé en France à 14 ans. Donc du coup, moi je suis issue d'une famille ouvrière. Donc j'ai connu ce milieu. J'ai connu aussi les gens qui te regardent d'une manière différente parce que tu n'es pas du même milieu, ou alors qui pensent que tu es du même milieu parce que tu as une apparence qui leur laisse penser que, et en fait, toi, tu te joues d'eux parce que tu te dis, tu te trompes, moi, je viens pas de ton milieu. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire en fait avec Estelle. J'avais envie de me jouer de son milieu, de sa richesse finalement matérielle qui se perd du jour au lendemain comme ça et du coup elle perd ses repères. Voilà, c'est un peu ce que je voulais faire. Et alors, petite particularité, donc n'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des questions, je les note au fur et à mesure, vous voyez, je les ressors sans souci. Il y a un personnage, je sais pas si tu veux dire lequel, alors je vais dire un personnage, féminin, masculin, je vous le dis pas, j'ai pas envie, euh, qui est, sauf erreur, c'est le seul personnage du livre qui s'adresse directement au lecteur. Oui, Pourquoi avoir donné la possibilité à un des personnages, féminin ou masculin, d'interpeller directement la personne qui lit? C'était intéressant, c'est venu spontanément, il y avait un but. alors, c'est venu spontanément parce que j'avais besoin de le faire parler, le personnage.
mais aussi parce que je voulais mettre une distance entre les 2 personnages. Donc la troisième personne, finalement, bon, je vais pas dire le terme parce que sinon je spoil, mais voilà, ça a une importance, parce qu'on se dit que finalement, la première personne, c'est celle qui manipule, mais est-ce que c'est vrai? Et on n'en dit pas plus. Mais donc Non. vous serez interpellé en tant que lecteur et lectrice. On le voit ce soir, hein, mais j'entends souvent quelque chose à ton sujet. Et je sais que t'as peur quand je dis ça. Donc, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Je suis désolé, je suis comme ça. C'est l'accueil dans la boîte. Hein. C'est quand les lecteurs ou autres te croisent en salon et ils se disent mais comment une personne si gentille, en apparence, peut écrire des livres aussi noirs? Et alors j'ai noté, j'étais sur Babelio faire un petit tour et je vais te lire ce que j'y ai vu et tu me diras, tu confirmeras ou pas, mais ça m'a fait rire. Le proverbe dit, ouvrez les guillemets, ne vous fiez pas aux apparences. Et vous qui passez la soirée avec Amélie, vous direz aussi hein, ce que vous en pensez, mais ne vous fiez pas aux apparences, je confirme. Amélie de Lima est une jeune femme rayonnante, lumineuse et bienveillante, à l'inverse de son univers d'écriture, sombre, violent et tordu. Est-ce que ça te correspond bien? Ça résume bien ce qu'on vit aussi ce soir. C'est gai. Écoute, je sais pas. Pour l'univers tordu, etc., je te confirme. Maintenant, après, je sais pas. Moi je trouve qu'il vaut mieux ça que l'inverse, hein, tu vois, parce qu'on dirait que tes livres sont... Attends, c'est quoi les mots? Lumineux, bienveillant et rayonnant, et que tu es une personne détestable, sombre, Ah oui, violente et tordue. Ce serait pas génial. Mais non. c'est marrant, comme ça te fait rire de voir, parce que tu dois l'entendre souvent. J'ai vu dans les commentaires, c'est repris 1 million de fois. Le Ouais. côté, comme tu disais, vous croyez que, mais en fait pas du tout. Est-ce que tu en joues? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que ça t'énerve? Ça pourrait t'énerver aussi, d'une certaine manière. Je vais pas te le cacher parce que tu sais que je suis, voilà, je suis pas, je te dis les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, ça, ça me blessait. Ça me blessait parce que je me suis dit, je me disais, du coup, la personne qui ne prend pas le temps de me lire, est-ce qu'elle va me prendre au sérieux? Tu vois? Donc, j'en étais même venue à penser, faudrait peut-être que je change mon apparence, que je sois moins soignée, que je vienne en salon, voilà, plus, pas moi finalement, parce que moi je suis une personne, ce que vous voyez, c'est ce que je suis comme ça tous les jours, je suis très féminine, j'aime bien les vêtements, j'aime bien me maquiller, j'aime bien, je suis comme ça. Et du coup, à force de l'écouter, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai peur qu'en fait que l'image que je renvoie bloque peut-être certains lecteurs et lectrices pour me lire parce qu'ils vont peut-être se dire ouais celle-là, vu comment elle est, ça me donne pas envie de la lire puisque ça doit pas voler très haut. J'avais peur en fait de ça et je me suis dit donc j'en ai beaucoup parlé avec mes amis et aussi avec des auteurs et autrices qui, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps encore, qui m'ont mis sur les rails et qui m'ont dit Amélie, n'en fais pas un inconvénient, n'en fais pas quelque chose de négatif, fais-en une force. Tu te démarques des autres, puisque forcément, tu as l'air comme ça, voilà, toute douce et compagnie, et en fait, tes romans ne le sont pas du tout. Laisse-toi la chance de t'en faire une force. Et en fait, ça a fait un déclic. Et je me suis dit, mais oui, mais ils ont raison et je vais essayer de le faire. Et j'ai décidé de ne pas changer, de rester moi. Et je me suis dit, bah, si les gens m'acceptent comme ça, et jusqu'à maintenant, ils m'acceptent, et je les en remercie. S'ils m'acceptent comme ça, bah, c'est très bien. Et si finalement on n'a pas envie de regarder plus loin que, que l'image que je renvoie, bah, tant pis, mais voilà. Mais oui, à un moment donné, plus que ça me dérangeait, ça me blessait. Parce que j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça. Mais plus maintenant.
plus maintenant. Et c'est un beau message parce que je vous dis clairement, moi c'est pareil. On me dit souvent que j'ai l'air si gentil dans la vraie vie, que j'ai une voix toute douce et j'écris des horreurs. Et donc dans le chat, Walking Ghost nous dit cela prouve surtout qu'elle est toute en nuances et bien plus qu'une apparence, comme chaque personne finalement. C'est assez agaçant de voir revenir cet argument dans les critiques pour chaque auteur, pas que pour Amélie d'ailleurs. Je suis entièrement d'accord. Et c'est aussi pour ça que je posais la question, parce que c'est presque du développement personnel, mais oui, c'est quelque chose du monde. Moi j'ai toujours trouvé ça horriblement moche, mais arriver à se dire, puisque c'est moche et que j'arrive pas à le changer, je vais m'en servir, c'est peut-être une manière de se sauver. Reste bien comme tu es. Si tu veux mon humble avis, ce n'est que mon avis, mais reste bien comme tu es. On ne te changerait pour rien au monde. Et Fanny Jo nous dit, ça s'appelle des préjugés. Eh bien, aux gens de s'adapter, et pas à toi, de toute façon. Mais oui, c'est important. On fait aussi du développement personnel sur cette chaîne. Un truc de dingue. Écoutez. Mais quel beau moment avec toi, en tout cas. On en parlait un peu tout à l'heure, c'était la première question, hein. On va y venir. Juillet Noir, c'est la première fois finalement que tu fais un one-shot au niveau des livres. Après, je ne sais pas si quand tu as écrit le premier, tu savais déjà que tu allais continuer avec ton personnage récurrent. Donc c'était peut-être aussi un one-shot finalement, mais qui s'est poursuivi. Ici, Juillet Noir, c'est étiqueté comme un roman one-shot. J'explique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. One-shot dans le milieu littéraire, je précise, c'est quand vous faites un livre qui a un début, une fin et il n'y a pas de suite. On peut le lire, on n'est pas obligé d'avoir lu tous les autres livres de l'auteur. C'est un objet qui se tient sur lui-même. À défaut, vous avez par exemple des séries avec plusieurs tomes, avec des histoires qui se lisent pour elles-mêmes, mais avec des personnages qui reviennent d'un livre à l'autre. Enfin, il y a beaucoup de manières de travailler. Est-ce que c'était un peu le stress de quitter un personnage qu'on connaît bien? Alors, moi je vais vous raconter la petite anecdote parce que, déjà, Le Silence des aveux, Véronique de Smet, en fait, à la base, c'était un personnage secondaire. J'imaginais pas un instant la récupérer pour un autre roman. Et en fait, quand les gens ont lu Le Silence des aveux, m'ont tous dit on aime bien Véronique, on veut la retrouver, notre Véro, elle revient quand notre Véro? Je me suis dit écoute, on va la reprendre la Véro. donc voilà, je me suis mise à écrire le deuxième, à Fleur de Brune et Dans ma maison sous terre. Sous les conseils de Katia Roumi, donc qui est blogueuse aussi littéraire, j'ai décidé d'écrire un one-shot parce que je voulais essayer de me surpasser, de faire autre chose, puisque ceux qui m'ont lu auparavant, c'était des enquêtes, c'était du thriller classique, voilà. Et avec Juillet Noir, j'ai fait complètement autre chose. Et pour moi, ça a été un énorme défi. Je me suis dit, avec ce roman, où ça passe, où ça casse, puisque c'était plus les enquêtes policières comme avant, il n'y avait plus Véronique. Donc du coup, au début, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah, mais Véronique n'est pas là !» Donc c'est toujours un peu difficile de laisser un personnage comme ça qui plaît finalement. Et voilà. Mais Katia m'a dit « Écoute Amélie, faut que tu passes à autre chose. Vas-y, fonce, fais-le. » Et je me souviens qu'à la base, j'étais en train d'écrire un autre roman et finalement, Juillet Noir m'est venu comme ça. Juillet Noir, d'ailleurs, qui avait un autre titre à la base, qui, sous les conseils de mon éditeur, a été changé. Et je pense qu'il avait raison parce que finalement, il est beaucoup mieux. Et je vais vous dire comment il s'appelait à la base. Il s'appelait Irrémissible. Donc, c'était mon titre. Et voilà, on a décidé d'avoir un titre un peu plus percutant. Et je pense que Juillet Noir représente bien l'ambiance. Donc voilà. Alors, au niveau marketing, c'était pas une mauvaise idée. Mais on a des spécialistes des titres comme tu avais. Alors, j'ai un petit clin d'œil pour Salvatore. Je suis obligé. Lui, il aime bien les titres comme ça. Claustration, ouais. Anamnèse, donc pourquoi pas. Je sais pas si vous aimez vous, moi j'aurais été intrigué, mais c'est vrai que Juillet Noir est sans doute plus percutant pour... Irrémissible, en fait, les commerciaux disaient que
que la majeure partie des gens n'allaient pas savoir ce que ça veut dire en fait. Donc que c'était pas un titre accrocheur. Donc je sais pas. Mais c'est une discussion que tu as avec l'éditeur dans ces cas-là. Je sais que ça surprend beaucoup les lecteurs hein, quand on dit que potentiellement, et je pense qu'on fait tous plus ou moins ça, quand vous commencez un livre, en général, vous avez un titre, ça s'appelle le titre de travail. Quand vous devez travailler dessus, vous dites oui, alors, vous pouvez lui redonner des prénoms, hein, vous pouvez appeler Gustave, alors que ça n'a rien à voir. Vous dites voilà, je passe la soirée avec Gustave, c'est pour travailler sur le roman, et puis il y a une discussion sur le titre avec toute une série de gens, l'éditeur en premier lieu, et pour ceux qui ne savent pas, le dernier mot revient toujours à l'éditeur et pas à l'auteur. Donc là ça se passe bien, donc c'est très chouette aussi, et ça se passe bien très souvent, mais dites-vous que sur le contrat, en général, à part si c'est vraiment différent, mais sur le contrat, si l'éditeur vous dit que votre livre, le titre c'est ça, vous n'avez pas trop le choix. Après, il n'a pas intérêt non plus à sortir un livre dont vous n'aimez pas le titre. C'est pas génial. Ça commence pas super bien la collaboration quand on y va par là, donc je connais pas des gens qui ont vraiment dit ce sera ça et pas autre chose et tu n'as pas le choix. J'en connais pas, mais ça existe probablement, mais sur le contrat c'est ce qui est mis. Mais ça existe. Et les couvertures aussi, ouais. Et les couvertures, voilà, ça c'est plus fréquent. Oui. C'est plus fréquent qu'un auteur n'aime pas le niveau image de la couverture, donc la photo ou le dessin ou la représentation qu'il y a dessus, c'est plus fréquent. Un auteur qui n'aime pas son titre, là j'en connais moins, mais si tu me dis que ça existe, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas. Après, pour le titre, c'est vrai qu'on a fait plusieurs propositions. Lui et moi, on en a parlé pendant des jours, parce que j'ai eu du mal quand même à lâcher mon titre. Mais et finalement, il m'a dit, bah écoute, réfléchis et choisis. On en avait gardé 3, je pense. Et finalement, j'ai gardé le sien. C'est lui qui l'a trouvé, Juillet Noir. Et j'ai trouvé ça bien, en fait. Je me suis dit, bon, c'est pas mal, on va garder celui-là. Par contre, la couverture, il m'a écouté et je lui ai dit que je voulais cet esprit un peu vintage, un peu, je sais pas si tu as vu le film Série Noire, cet esprit comme ça, très glauque, pas les années 70 où Peace and Love, les couleurs, etc. Non, le glauque, le sombre, la pluie, voilà, la boue, c'est ce que je voulais faire. Et donc, je lui ai donné cette proposition de couverture et il m'a suivi, donc pour ça je suis très contente. Et c'est une collaboration et la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. Fanny dit j'espère au moins que l'éditeur explique la raison du changement de titre ou le choix de la couverture quand ça arrive. Ça dépend. Ça dépend. On pourrait avoir des gens qui vous disent pas du tout et d'autres qui sont plus pédagogues que d'autres. Donc toujours dans cette idée de personnage récurrent, Attraction Duty demandait tout à l'heure, oui j'ai noté cette question, est-ce que ce n'est pas compliqué de faire vivre un personnage sur plusieurs romans pour les 3 premiers? Puisqu'ils aimaient bien Véro, mais après il faut lui faire des choses à cette Véro. Est-ce que c'est facile ou pas trop? Alors déjà Véro, comme je disais, à la base elle n'était pas censée revenir. Donc bon. Ça n'a pas été difficile parce que c'est un personnage qui évolue finalement, donc tu l'as fait évoluer. Et moi, je travaille beaucoup dans tous mes romans avec des flashbacks. Donc du coup, je me base aussi beaucoup là-dessus, remonter dans les souvenirs, voir ce qui s'est passé avant, remonter dans son enfance, voir pourquoi elle est cabossée. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc du coup, je me suis servi de ça et je me suis beaucoup plus focalisée sur elle, puisque dans le premier tome, finalement, je parlais d'elle, mais de manière assez superficielle, puisqu'elle n'était pas censée revenir. Donc du coup, dans le deuxième, j'ai pris beaucoup de plaisir à creuser dans sa vie personnelle, à comprendre d'où elle venait. Elle aussi, ça a été une gamine abandonnée, voilà. Donc du coup, essayer de comprendre un petit peu pourquoi elle en est arrivée là ouais. Donc non, j'ai beaucoup aimé. Tu as aimé. Et
on en a vaguement parlé, mais on va aborder ça pour finir gentiment. Mais donc, les premiers livres, tu les as auto-édités, et Oui. puis tu es passé dans l'édition, on va appeler ça l'édition classique. Euh, Tu portes quel regard sur ton parcours et sur ces deux milieux qui sont cousins, frangins, je sais pas comment on peut dire. Alors, moi, quand j'ai publié, enfin, j'ai auto-publié mon premier roman, donc qui est Le silence des aveux, je ne connaissais personne dans le milieu, en tout cas. J'étais très naïve là-dessus. Je connaissais absolument personne. J'étais sur aucun groupe. J'étais même pas sur les mordus. Donc, mais vraiment rien, absolument rien. J'ai lancé comme ça mon roman sur Amazon et voilà. Et ça s'est vendu très bien tout de suite. Pourtant, ça a été quelque chose d'assez voilà, personnel, puisque même sur la couverture, c'est ma meilleure amie qui est sur la couverture du Séance des Aveux. La couverture a été faite par une photographe qui n'avait jamais fait de couverture de sa vie. C'est une photographe lilloise qui est adorable. Donc voilà. Et donc ça a été un petit défi personnel, mais en me disant, bah, de toute façon, personne ne va me lire. Mes copines vont me l'acheter, ma famille, et puis voilà, ça en restera là. Finalement, ça s'est très bien vendu. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à me mettre sur les groupes puisque bah, je voyais des retours, je voyais comment on m'identifiait. J'ai jamais fait de publicité moi-même. Je sais pas me vendre. De toute façon, je fais ça très mal et j'en suis incapable. Et je trouve que c'est contre-productif en fait de se vendre soi-même. Donc, j'ai toujours laissé la parole en fait aux lecteurs et aux lectrices. Et c'est comme ça que ça a avancé pour moi. J'ai continué sur la même lancée avec Voix nocturne et À fleur de bruine. Et le troisième, je me suis dit, allez, je vais me lancer, on va envoyer ça aux maisons d'édition. Donc, bah, je l'ai envoyé aux maisons d'édition traditionnelles. Et dans la même semaine, j'ai eu 3 réponses positives. Maison d'édition à compte d'éditeur, hein, évidemment, compte d'auteur, on oublie. Parce que si vous devez payer quoi que ce soit pour votre roman, c'est que c'est de l'arnaque. Donc surtout n'y allez pas. Donc c'était 3 maisons d'édition qui finalement se ressemblaient plus ou moins, sauf que LBS, donc la mienne actuelle, est une maison lilloise de 1 et de 2. Elle a un très bon diffuseur et quand on est auteur, ce qu'on veut, c'est d'être en librairie. Et donc eux travaillent avec Dilisco, qui est Albin Michel. Donc du coup, on est quand même pas mal placé en librairie. Et bah, ça t'ouvre les portes surtout au salon. Puisqu'en étant auto-édité, soit tu en fais très peu ou pas du tout. Donc bah, j'ai surtout eu un gros changement par rapport à ça, puisque j'ai commencé avec... quand Dans ma maison sous terre est sorti, on était en pleine pandémie, c'était le tout début, donc du coup j'ai pas pu faire de salon. C'est sorti en octobre 2020. Ouais. Mon premier salon, je l'ai fait en septembre 2021 avec Templemar. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai fait des bons salons, on m'a invité dans des bons salons. Donc voilà. Et c'est grâce à ça que je me suis fait aussi connaître par d'autres lecteurs. Des lecteurs qui étaient bah, des lecteurs de librairie finalement, qui n'étaient pas forcément sur Amazon. Donc voilà, le passage de l'auto-édition à l'édition traditionnelle, pour moi, ça a énormément changé, dans le sens où aussi, bah, j'ai moins besoin d'être présente sur les réseaux. Je suis là. Bon, de toute façon, comme vous voyez, j'ai jamais été une personne non plus qui raconte ma vie ni quoi que ce soit sur les réseaux. Je suis quand même assez discrète. Et voilà, donc ça m'a servi à ça. Après, je pense que ce passage vers l'auto-édition, ça m'a permis de me forger, de me façonner un petit peu en tant qu'auteur, de m'habituer aux critiques négatives, puisque les premières critiques négatives qui sont apparues avec Le silence des aveux m'ont littéralement détruite, parce que je suis une personne assez sensible. Et donc du coup, quand j'ai lu bon, j'en ai pas énormément non plus, mais quand j'ai lu les premières critiques négatives,
J'ai beaucoup pleuré. J'étais à deux doigts de tout enlever et voilà. Donc ça m'a appris, ça m'a endurci en fait face à ça. Et donc je pense que du coup, je suis arrivée en maison d'édition traditionnelle avec cette carapace entre guillemets où je me suis dit bon ben c'est ça, être autrice, c'est ça, c'est savoir encaisser les coups et tu peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est normal, c'est logique. Donc t'y vas, voilà, il faut se lancer. Donc, je ne changerai pour rien au monde la façon dont je suis arrivée en fait dans le monde de l'édition, parce que voilà, ça m'a servi à grandir. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent ici et ailleurs, preuve qu'il y a des pépites des deux côtés. Parce que moi, ça me rend dingue en fait, cette espèce de guerre entre les auto-édités et les édités. Il y a des pépites chez les auto-édités, il y a des pépites chez les édités. Il y a des livres qui, moi, me plaisent pas du tout chez les auto-édités et des livres qui ne me Oui, plaisent pas du tout chez les édités. C'est très subjectif, en fait, tout ça. exactement. Et ce qui est auto-édité n'est pas forcément quelque chose qui n'a pas été relu, corrigé et qui ne vaut rien. Et donc, les gens qui disent ça m'énervent profondément. Et t'en es un bel exemple. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu, profiter de ton expérience. Parce que ce qui est assez marrant, et je sais pas, vous qui nous écoutez, si vous avez cette impression-là, qui êtes là souvent le jeudi, c'est que parfois, parfois on a l'impression que les auto-édités voudraient absolument être édités, parce que pour eux c'est la reconnaissance, c'est une certaine crédibilité, et je connais énormément de gens édités qui se disent « mais qu'est-ce que je serais mieux à tout faire moi-même ?» pour Mm. finalement gérer les choses, avoir l'argent que je mérite, parce que quand on est édité c'est différent. Et c'est vrai que d'avoir ton regard, toi qui as connu les deux, j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, de toute façon. Ah oui, bah, en étant auto-édité, tu gagnes vachement bien ta vie. Tu peux vivre de ta plume hein, en étant auto-édité. Donc, moi personnellement, à un certain moment, je gagnais très très bien ma vie. Mais après, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et moi, je l'ai jamais fait pour l'argent. C'est pas ça. Moi, j'écris depuis que je suis toute petite. Je l'ai en moi. C'est quelque chose qui me. Je ne peux pas passer une journée sans écrire. C'est comme ça. Donc, moi, mon idée, c'était d'avancer, mais surtout dans l'écriture, qu'on me fasse travailler. En fait, c'est ça que je cherchais, moi. Avoir un éditeur, pour moi, c'est qu'on me fasse travailler. Oui, être en librairie, effectivement, être en salon, être là, rencontrer les lecteurs et les lectrices, mais surtout, à la base, c'était qu'on me fasse travailler. C'était pour ça. Et au travail, j'ai envie de te dire, pour notre plus grand plaisir, et puisqu'on est sans transition, vous allez voir, c'est magique. Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler, ou alors est-ce que tout est top secret? Alors, il y a j'aurai une publication le 25 octobre, si tout va bien. J'en reparlerai prochainement. Je préfère rester vague là-dessus pour le moment, mais j'aurai un roman, enfin j'aurai une parution le 25 octobre, si tout va bien. Et je sais, non, je vais attendre pour vous donner le titre parce que je ne sais pas encore si ça va être le définitif ou pas. Mais oui. Et ensuite, actuellement, je suis en train d'écrire un polar qui se déroule dans les années 80. Donc voilà, sacrée année, avec des personnages tout nouveaux. Voilà. Et c'est un très beau projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et, euh, et je travaille beaucoup et voilà. Et très dur pour en faire quelque chose de bon. Et, euh, et voilà. Et prouver aux lecteurs et aux lectrices qui me suivent depuis le début que ma plume a évolué et que j'ai envie de leur donner quelque chose de bon. Et voilà. Voilà. Plein de projets, plein de Mais c'est travail. avec une envie. Ouais. Et n'hésitez pas, du coup, vous voyez le petit robot met régulièrement le lien vers ton site. J'imagine que tu mettras des infos le moment venu sur le site, sur les Mhm. réseaux, parce que
bah, c'est aussi par là que ça passe. Et puis tu viendras nous redire bonjour pour la sortie de Oui, tout ça. Évidemment, si tu le veux, tu seras bah, la bienvenue parmi nous. Euh, il se fait tard, j'ai l'impression... T'as beaucoup travaillé, hein, pour que... Mais c'est pas... J'espère que c'était pas du travail ce soir, que tu t'es bien amusé avec nous. non, Euh, une très bonne soirée. Avant de faire le petit mot de la fin, mais je vais te laisser le mot de la fin, le Il était une boîte, pour se dire au revoir, et surtout juste au revoir, hein, puisque bah, octobre c'est pas si loin, mais avant je suis en congé. J'y tiens beaucoup à ça. Je te laisse Merci, évidemment hein. le mot de la fin, avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure bah, cet échange captivant? Alors, le mot de la fin pour conclure cette boîte. Donc, bah, tout d'abord, merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait énormément plaisir d'être là ce soir avec vous tous et vous toutes. Et j'espère vous avoir donné envie de découvrir mon univers et surtout de ne pas vous décevoir. Voilà. Ah, tu ne nous décevras pas. Moi j'ai envie de découvrir Véro, parce que donc, bah, moi j'ai lu Juillet Noir, mais j'avais pas lu les trois autres. Du coup, ça titille la curiosité. Je te remercie infiniment pour ton temps, ta gentillesse, ton talent. Ça, c'est important aussi, parce que au-delà de cette soirée, bah, tu m'as fait passer un très très bon moment en tant que lecteur. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir donné la parole. C'était une interview pleine de sincérité. Je n'en attendais Oui, pas moins de ta part. c'est la réponse de ma vie. C'est que t'étais bien parmi nous. Et c'est un peu ce que je vis tous les jeudis. Moi, je suis tellement bien avec vous, si vous saviez. Et donc, bah, Sylvie la Polardeuse nous dit ravi de découvrir Amélie. Belle soirée. Cathy Lec, merci pour cette agréable soirée. Je vois que tout le monde nous remercie. Bah, si vous avez passé une très bonne soirée, vous avez été constant. Tout le temps du monde, tout le temps des questions. Ça ne ment pas sur bah, toute la curiosité que tu as pu faire naître chez les gens qui nous écoutent.